Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Passion médiéviste. Le podcast dont le but est de vous apprendre des choses sur le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous avons un sujet particulier, le Puy du Fou. Ce parc attire chaque année plus de 2 millions de spectateurs et spectatrices. Vous qui écoutez cet épisode, vous y êtes peut-être déjà allés. Et parmi les spectacles et animations proposés, le Moyen-Âge y est présent et plus ou moins bien représenté. Alors aujourd'hui, le but de cet épisode est de vous donner un regard critique sur ce parc et sur sa vision de l'histoire, en mettant en valeur les erreurs historiques et scientifiques, mais aussi le discours politique que sert cette vision de l'histoire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux historiens et historiennes, Florent Besson et Mathilde Larère. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Florent Besson, tu es médiéviste et professeur d'histoire. On t'a déjà reçu plein de fois dans ce podcast, l'épisode 11 pour parler de ta thèse sur les États latins d'Orient et le hors-série 3 pour parler d'actuel Moyen-Âge et plein d'autres choses qui arrivent bientôt. Mathilde Larère, tu es spécialiste des moments révolutionnaires du 19e siècle et des luttes féministes. Et oui, on va pas parler que de Moyen-Âge dans cet épisode, mais c'était important de montrer effectivement que le parc du Puy du Fou traite plusieurs périodes. Et parce que tous les deux, en compagnie de Pauline Ducré, donc spécialiste de l'histoire antique, et de Guillaume Lancereau, historien de la Révolution, vous avez rédigé l'ouvrage Le Puy du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire, publié en mars 2022 aux éditions Les Arènes. Eh bien, le titre de l'ouvrage annonce un petit peu le programme. Alors déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler l'histoire du parc du Puy du Fou ? Il me semble que ça a commencé donc en 78, c'est ça ? Alors effectivement, le parc il a été fondé donc, par Philippe de Villiers en 1977 ou 78, puisqu'on fête les 45 ans. Et en fait, à l'époque, le parc il se limitait à ce qui est aujourd'hui le grand spectacle du soir, donc ce que Philippe de Villiers a appelé la cinécénie. En fait, c'est un grand son et lumière nocturne projeté sur la façade du château du Puy du Fou que De Villiers achète à cette époque. Donc, il crée son spectacle autour de ce lieu. Et petit à petit, le parc il s'est agrandi, fort de son succès public et critique. Et il a utilisé en fait les bénéfices pour créer de plus en plus de spectacles, puis pour créer des hôtels dans le parc, etc. Donc, on est passé d'un unique spectacle à aujourd'hui un très grand parc avec de très nombreux spectacles. Est-ce qu'on peut rappeler aussi qui est Philippe de Villiers pour les personnes qui ne le sauraient pas ? Philippe de Villiers, c'est un notable local, de famille noble d'ailleurs, et qui a une carrière politique d'abord locale et puis même nationale. Il a failli être candidat aux élections présidentielles et il se situe politiquement très à droite, dans une droite conservatrice. Alors il change parfois de différents partis. À un moment, il a même pu avoir son propre mouvement. Plus récemment, il a soutenu la candidature d'Éric Zemmour. Et alors le sujet du parc, on va en parler un peu plus tard, mais en fait ça a commencé avec le sujet des guerres de Vendée. Alors c'est un sujet, on va dire, un peu touchy. Est-ce qu'on peut aussi rappeler ce que c'est les guerres de Vendée ? Alors c'est pas du tout médiéval, mais c'est très historique. Alors, les guerres de Vendée, faut l'expliquer vite. C'est une guerre civile qui oppose la République à ce qu'on appelle à tort la Vendée. La Vendée, c'est un ensemble c'est pas des départements en fait. C'est pas une approche géographique en fait dans l'idée des révolutionnaires. C'est des contre-révolutionnaires qui prennent les armes contre la République. Au début, c'est un mouvement dit anti-révolutionnaire, donc pas forcément contre, parce qu'en fait, il s'agit de s'opposer à la politique religieuse qui déplaît des terres plus pratiquantes et à la politique militaire qui, dans le contexte de l'entrée en guerre, se marque par des levées d'hommes qui sont pas mal accueillis par la population. Mais les contre-révolutionnaires, cette fois eux opposés à l'ensemble de l'œuvre de la Révolution, finalement prennent en main, en charge et prennent la direction de ce qui était au début essentiellement des formes de guérilla et de révolte plus populaires et plus rurales et menacent très clairement la République. Donc la République rentre en guerre et va mener une guerre avec des colonnes armées qui vont se livrer à de véritables massacres qui sont absolument attestés, sachant qu'il y a des massacres aussi de l'autre côté. C'est une guerre, à l'époque la guerre ne fait pas vraiment dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça reste particulièrement dans les mémoires à cause du nombre de victimes, plusieurs centaines de milliers de victimes, et puis parce que de fait ces
ces victimes, pendant longtemps, ont été peu étudiées. Ce qui a permis, en fait, ce manque d'études, ce manque de travaux, ce tabou, d'une certaine façon, de développer tout un discours sur d'abord la mémoire oubliée, les victimes oubliées, ce qui permettait de grossir un discours anti- et contre-révolutionnaire. Et puis, à partir des années 70-80, l'idée qu'il y aurait eu un génocide vendéen. Ça s'appuie sur une thèse qui est soutenue dans ces années-là à Lyon et qui reprend ce terme de génocide, lequel a d'abord été contesté pour son inexactitude, pour rendre compte de ce qui s'est passé. Oui, il y a eu beaucoup de morts, mais c'est pas un génocide. C'est pas un génocide. Il n'y a pas eu de volonté d'éradiquer une proportion identifiée, soit ethniquement, soit localement d'une population. Donc, parce que l'intérêt quelque part de ce premier travail et de la polémique que ça a suscité, c'est que des historiens et des historiennes se sont mis à travailler beaucoup plus sérieusement qu'ils n'avaient pu le faire. En tout cas, c'est même pas une question de sérieux, c'est qu'ils ne l'avaient pas vraiment fait avant, sur la question de la Vendée, notamment évidemment Jean-Clément Martin, qui est le nom qui vient le plus vite à l'esprit. Et donc, ça a permis de comprendre comment on en est arrivé à ces massacres, qui, d'abord, ne sont pas si rares dans les guerres et moins encore dans les guerres civiles. Quand on regarde les guerres en Irlande, les Irlandais ont payé des tributs tout aussi douloureux qu'ont pu le faire les Vendéens, et ont montré qu'en fait, loin d'une volonté descendue d'en haut pour éradiquer la population, c'est plutôt la rupture des chaînes de commandement, le fait que les armées étaient un peu laissées à elles-mêmes, que les soldats n'écoutaient plus vraiment leurs généraux, et qui a occasionné ces massacres dans un contexte de radicalisation politique de la Révolution. Donc voilà, c'est tout ça qui se joue. C'est une région qui, de toute façon, depuis les années 1790, est une région qui vit avec cette mémoire et qui ensuite a entretenu cette mémoire sous la Restauration. C'est très présent et ça se heurte effectivement au fait que hors de la Vendée, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et donc le spectacle à l'origine du Puy du Fou parlait de ça, et en fait le spectacle du Puy du Fou aussi s'inscrit dans une tradition qui se lance à partir des années 80, d'une tradition de reconstitution immersive et spectaculaire qu'on va se développer partout en France, c'est ça ? Oui, en réalité, ça se fait en 2 temps, ce que montre Guillaume Lancereau, qui a travaillé sur cet aspect, donc qui a coécrit le livre avec nous. C'est qu'il y a un premier temps, en fait, au début du 19e siècle, un moment où l'histoire devient spectacle. Ça passe notamment par le musée de cire de Madame Tussaud. Donc vraiment, on met en spectacle l'histoire, encore sous une forme assez figée, en fait. Et il y a un deuxième temps, effectivement, dans les années 70, où il y a une mode de l'histoire spectacle. Il va y avoir du coup une explosion des reconstitutions, des fêtes médiévales, des sons et lumières, ce genre de choses, souvent dans des buts à la croisée, en fait, de buts touristiques et de buts mémoriels. C'est toujours un peu inscrit vraiment à l'articulation des deux. Et le Puy du Fou, du coup, il s'inscrit parfaitement dans ce mouvement, tout en étant sûrement l'exemple le plus abouti en termes de succès, en termes de développement. Bon, alors là, on est revenu sur l'histoire du Puy du Fou, mais alors comment décrire le parc du Puy du Fou à quelqu'un qui n'y est jamais allé ? Moi, par exemple, je n'y suis jamais allée. Qu'est-ce qu'on y voit ? Oh là là, c'est assez impressionnant. D'abord, c'est énorme, en superficie, c'est considérable. Donc, il faut imaginer un espace avec plein de plantes très joliment décorées, avec régulièrement des reconstitutions. On rentre, on arrive direct dans un village 1900, avec une vieille gare, avec une vieille mairie, avec un vieux manège, tout ça reconstitué, et même des vélos qui rouillent. Et puis on se promène dans des allées et avec des flèches qui indiquent les endroits où il y a les spectacles, sachant que quand on arrive, on vous donne une très grande feuille sur laquelle vous savez d'abord où ont lieu les spectacles, à quelle heure ils ont lieu. Donc vous vous promenez au milieu. Comme Disney, quoi. Oui, c'est ça, comme Disney, sauf que on va rentrer non pas dans une attraction où on va faire des double 8 dans le noir, mais on va assister dans un stadium romain reconstitué avec quelques erreurs, comme nous disait Pauline, à un spectacle sur le 3e siècle après Jésus-Christ. On va être dans un autre moment comme une grande salle de spectacle et on assiste à quelque chose sur les mousquetaires. Donc voilà, il y a à la fois, c'est vraiment les deux choses, des reconstitutions, donc des moments où on est vraiment en immersion, et il y a des parcours en immersion, on se retrouve dans les tranchées de Verdun avec des explosions, et des moments où on assiste à des spectacles. Oui, c'est ça, le Puy du Fou, il y a vraiment les deux, il y a des spectacles où on est assis, et donc où ils ont lieu 3 ou 4 fois dans la journée à heure fixe, et le spectacle dure 15, 20, 25 minutes, avec donc des comédiens et des comédiennes qui jouent des rôles
et des voix préenregistrées en playback qui disent un texte. Et puis il y a effectivement ce que le parc appelle des parcours immersifs, où là du coup c'est en accès libre. Et en fait ça ressemble vraiment à c'est le Pirate des Caraïbes de Disney, quoi. Sauf qu'au lieu d'être assis dans une barque, on marche au milieu d'un décor. En fait là le Puy du Fou renouvelle avec intelligence d'ailleurs la vieille tradition des dioramas, quoi, un peu passé de mode. Mais là c'est ça, avec des scènes animées, avec là aussi quelques comédiens ou comédiennes qui viennent au milieu de ces scènes pour apporter un peu de voix et de vie à ces parcours. Donc c'est un mélange entre un parc à thème et un parc historique, c'est ça ? Enfin, de toute façon, c'est un parc historique, c'est parce que toutes les... Peut-être à exception faite des noces de feu qui... Non, même pas toutes. Même pas, ouais. En fait, oui, c'est à chaque fois, c'est une période donnée. D'ailleurs, quand on a cette fameuse carte au début, les dates du spectacle sont précisées, sont situées sur une chronologie qui est donnée aussi sur cette feuille que l'on a quotidiennement. Donc c'est très clairement historique, ça, c'est sûr. Et puis le parc est découpé en zones, donc les spectacles des différentes périodes sont regroupés géographiquement, ils sont proches les uns des autres, ce qui fait qu'en fait il y a aussi une cohérence vraiment d'ensemble qui est recherchée, hein. Le parc prête une attention très fine aux détails, même les plus petits détails, et donc à mesure qu'on se balade dans le parc, comme disait Mathilde, on passe dans la zone de l'Antiquité, donc les plantes qui sont plantées là sont des essences méditerranéennes pour rappeler l'Empire romain, et puis la police imite à ce moment-là une police inspirée de l'Antiquité sur les panneaux, ce genre de choses. Les pictogrammes des toilettes, ça va être une femme en toge et un homme alors je sais pas comment on appelle l'habit romain, en armure. Ouais, et donc et les menus des restaurants suivent également cette logique-là. Donc il y a vraiment une volonté d'immersion période par période. Encore une fois, ce qui fait penser à Disney, sauf qu'au lieu de Fantasyland ou Aventureland, on a le 19e siècle, puis le Moyen-Âge, puis le 18e siècle, etc. Sachant qu'il y a aussi à chaque fois des boutiques, parce que tant qu'à faire. Donc oui. Dans un cas, on peut s'acheter des armes romaines, et puis après, on peut s'acheter des tenues de chevalier ou de princesse. Voilà, à chaque fois, il y a plus ou moins le même ensemble. Un resto, une buvette moins chère, des toilettes, une salle de spectacle ou un espace de spectacle et un espace reconstitué. Donc au-delà de l'aspect divertissement, quelles sont les ambitions et les intentions du parc du Puy du Fou ? Alors en réalité, elles sont très claires et elles sont même explicites. Ce qui est particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que ça ne tient pas ici d'une forme de paranoïa de notre part. Elles sont explicites puisque Philippe de Villiers il a écrit une autobiographie dans laquelle il raconte la fondation du parc. Donc livre évidemment qu'on s'est procuré au Puy du Fou. Ça aurait été difficile de ne pas le faire puisqu'il est en vente partout au Puy du Fou. Ça s'appelle Un rêve d'enfant. Donc il raconte son histoire et dans ce livre, il écrit explicitement, noir sur blanc, plusieurs fois, que son premier et seul objectif avec le Puy du Fou, c'est de diffuser des idées politiques. C'est pas de divertir les gens, c'est pas de gagner de l'argent, ça ce sera un reproche qu'on ne peut pas lui faire, c'est pas de donner de l'emploi aux gens, etc., etc. Tout ça, c'est des conséquences annexes. Le but premier, c'est de diffuser un message politique. Il l'a redit dans de nombreuses interviews, certaines récentes, en disant qu'effectivement, il est fier du Puy du Fou parce que grâce à ça, il a pu disséminer un message précis dans la tête de millions de gens à travers des années. Donc à partir du moment où c'est dit par le fondateur du parc, fondateur qui est en outre, et ça vaut la peine de le préciser, le seul auteur de tous les spectacles du parc, donc il écrit seul l'intégralité des textes de tous les spectacles du parc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on reconnaît son style. Hein. Il a un style très particulier, des tournures qui reviennent. À partir donc du moment où c'est dit à ce point-là par cette personne, effectivement, on n'est pas du tout dans un procès d'intention, mais au contraire dans une note déclarative. C'est comme c'est affiché clairement. C'est affiché clairement. Alors c'est pas affiché à l'entrée du parc, mais pour toute personne un tout petit peu curieuse de le savoir, c'est évident que malgré les publicités qui disent « venez parce qu'il y a des émotions, parce qu'on va s'amuser », le but du Puy du Fou, c'est pas ça. C'est pas un parc d'attractions, c'est un discours politique qui a choisi de prendre la forme d'un parc d'attractions pour être mieux diffusé, ce qui est très différent. Est-ce qu'on peut aussi développer un tout petit peu qu'est-ce qu'on voit dans les spectacles ? Qu'est-ce qu'il y a, on a parlé de la cinécénie qui est le plus grand des spectacles, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, sur les spectacles, donc on voit des acteurs, on voit des chevaux, on voit des animaux, on voit de la pyrotechnie, on voit des tours qui flambent, des tours qui tombent. On a des spectacles de voltige. On voit beaucoup de choses, sachant que, voilà, après, il faudrait raconter chacun des spectacles. Hein, et au demeurant, ce sont des spectacles de qualité pas sur le fond, mais de qualité sur la forme. C'est très impressionnant. Musique très forte. Le jeu d'acteur n'est pas fabuleux, mais enfin, sur ce genre de spectacle, ce serait quand même normal qu'il ne soit pas très bon, mais les voltiges sont de bonne qualité. Donc c'est très impressionnant comme spectacle. Enfin, certains sont
plus réussis que d'autres. Mais par exemple, le spectacle, comment on appelle ça, les oiseaux, enfin, il y a un terme. Le bal des oiseaux Oui, fantômes, mais le spectacle de fauconnerie. Le spectacle de fauconnerie, enfin, il faut imaginer mais des dizaines d'espèces différentes. J'avais jamais vu autant d'espèces d'oiseaux différentes qui volent au-dessus des spectateurs. Donc il y a un soin du spectacle qui est absolument évident et qui explique que les gens gardent un bon souvenir en général de leur passage parce que c'est réussi. On se moque absolument pas des gens. Et dans les détails qu'évoquait Florian, c'est-à-dire que la façon dont tout est soigné, il y a pas de contreplaqué, et tout est vraiment absolument très réussi, très... Alors juste et pas, enfin, tout dépend ce qu'on appelle juste, mais voilà, quand on a de la pierre, on a de la pierre, quand c'est du bois, on est du bois. Enfin, il y a un souci qui est respectueux là pour cette partie-là des spectateurs. Oui, on a dit 2 fois tout à l'heure, c'est comme Disney, mais là, pour le coup, c'est une vraie différence. Disney, c'est du toc, c'est du plastique partout. Les décors, voilà, ils sont faits pour un public très jeune. Au Puy du Fou, effectivement, il y a du sérieux, du soin, beaucoup de recherche pour maintenir le plus possible les visiteurs et visiteuses dans une immersion qui doit être la plus complète possible. Et effectivement, Mathilde a raison de le dire, les effets spéciaux, notamment des spectacles, sont très impressionnants. Le parcours immersif sur la Pérouse, par exemple, reconstitue les bateaux de la Pérouse avec des scènes qui sont extrêmement bluffantes. La scène du naufrage, par exemple, est très impressionnante. Alors, vous êtes donc, je dis au début, 4 historiens et historiennes à avoir voulu critiquer le parc et montrer ce qui n'allait pas. Et donc, vous y êtes allé au parc pour aller justement voir concrètement et faire des observations. Avec quelle méthode est-ce que vous avez travaillé sur le parc ? D'abord, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est tout à fait normal que des historiens ou des historiennes s'intéressent aux mises en forme, mises en spectacle, mises en dessin, mises en littérature, de toute façon, du passé. C'est des objets qui nous intéressent, qui nous intéressaient d'ailleurs, nous 4, particulièrement parce que pour des raisons différentes, nous avons travaillé sur différentes mises en forme de l'histoire. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on y est allé, de prime abord. Et d'autre part, en tant qu'historien et historienne aussi, ça nous intéresse les instrumentalisations politiques du passé, parce que c'est ce qu'a commencé à dire Florian. Il y a une instrumentalisation politique du passé, on y reviendra, mais nous, ça nous intéresse. C'est dans notre travail aussi de se poser ce type de questions. Et c'est tout à fait légitime donc d'aller pour cela au Puy du Fou. La méthode, je commence et puis tu continueras, Florian. La méthode, c'est d'abord, on a fait ce que fait tout chercheur, c'est-à-dire qu'on est allé sur le terrain. Donc, on est parti à 4. Alors, pourquoi 4 ? Parce que le Puy du Fou a un arc chronologique très large. Les premiers spectacles commencent au moment des Gaulois, 3e siècle après Jésus-Christ, et les derniers courent jusqu'à la guerre de 14, avec une petite allusion à la Deuxième Guerre mondiale dans la Cinécénie. Et donc, pour qu'on puisse apprécier ces mises en spectacle ou en immersion du passé, il fallait bien qu'on ait un antiquisant ou une antiquisante, un ou une médiéviste, un ou une moderniste, et un ou une contemporanéiste, sachant que par ailleurs, sur certains points précis, on a pu demander à des collègues plus spécialisés. Moi, par exemple, je ne suis pas spécialiste de 14-18, je suis plus 19e-iste. Donc, il y avait cette première volonté donc, d'y aller, d'aller voir, de tout prendre en note. Et je termine là-dessus, après je te passe la parole, Florian. On s'est beaucoup moqué de nous parce qu'on avait pris en note les menus des restaurants et les pictogrammes des toilettes. Mais le propre du travail d'historien et d'historienne, c'est de regarder dans les détails. Enfin, aucun ne s'en tient uniquement aux choses les plus évidentes. C'est justement pour ça qu'on a des travaux assez nuancés, c'est que l'on va tout regarder. Donc on a tout regardé et il nous fallait bien 3 jours pour ça, à tout voir, tout se balader, marquant comme des fous sur nos cahiers, discutant des heures après. Oui, vous avez noté en fait tout ce que voit le public. Oui, en fait, on a fait la visite du Puy du Fou, donc on a fait les spectacles plusieurs fois, puisqu'il fallait les voir, les revoir. On a visité les boutiques du parc, on a visité les menus, on a visité les hôtels. Effectivement, on a lu les livres qui étaient proposés à la vente dans les boutiques du parc. On a aussi fait un travail de recherche, donc de lire la bibliographie sur le parc, puisqu'on n'était pas les premiers historiens et historiennes à travailler sur le parc. Le parc, il avait attiré l'attention, en fait, notamment de spécialistes de la Révolution française, notamment Jean-Clément Martin, dont Mathilde parlait tout à l'heure, qui s'était penché sur cet aspect-là, comment la Révolution française est traitée, ou plutôt maltraitée au Puy du Fou. Mais à part ces chercheurs-là, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur les autres périodes. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était de voir comment, en quelque sorte, la tuile Révolution française, elle prenait place dans un grand puzzle de vision historique. Et pour rebondir sur ce que disait Mathilde, c'est vrai qu'effectivement, à la sortie du livre, on a été beaucoup critiqué ou beaucoup moqué sur cette question en disant « Ah, mais c'est que du divertissement ».
vous êtes idiot de vouloir apporter un regard historique, c'est pas une thèse, etc. C'est un parc. Bon, déjà, merci à tous celles et ceux qui nous l'ont dit, parce que sans vous, on l'aurait pas vu. Et puis, surtout, c'est un argument creux, comme disait Mathilde, l'historien et l'historienne, il utilise tous les matériaux. Quelqu'un qui fait une thèse sur les fabliaux au Moyen-Âge, par exemple, les fabliaux, c'est du divertissement. C'est pas pour autant qu'ils sont pas légitimes. Les comédies antiques, c'est du divertissement. C'est pas pour autant qu'ils sont pas légitimes. Donc là, effectivement, c'est un parc d'attractions, mais qui était parfaitement légitime à étudier avec une méthode sérieuse. Et comme c'est aussi un parc avec des affirmations historiques, là, votre méthode et votre intention étaient encore plus importantes. Alors, on passe directement un peu aux résultats, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer en fait effectivement que ce parc a des intentions politiques et historiques. Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat après avoir fait toutes ces observations ? Alors, on a 2 types de résultats, mais je vais juste les présenter, et puis après, Florian pourra développer. Bon, la première chose qui nous a marqué, mais qui n'est pas la plus importante, c'est qu'il y a un très grand nombre d'erreurs historiques. Mais il y en a de façon générale, il y en a dans la chronologie, il y en a dans les détails. Il y a de très belles pages dans le livre, mais sur les erreurs, pour Pauline, dans le spectacle de course de chars romains, sur le scriptorium dans le parcours en immersion de la vie de Clovis. Voilà, donc on a regardé un certain nombre d'erreurs. On n'était pas dans c'est ce qu'on écrit au début, notre objectif n'était pas d'arriver avec des t-shirts écrits l'université, bien vous jugez, et puis de prendre le parc comme une espèce de copie, on aurait mis dans la marche, faute, enfin c'était pas la logique. Le problème, c'est qu'il y a des gamins qui viennent dans ce parc, il y a même des visites scolaires, en fait, il y a des classes qui vont dans le cadre de la classe. C'est pas exactement la même chose de venir avec ses parents et de venir avec un professeur ou une professeure. Et bon, ça fait partie aussi de notre responsabilité de dire là, ça va pas, ça c'est pas la question, c'est vrai, c'est faux, etc. Mais là, ça ne correspond pas à ce que l'on sait et ce que l'on peut dire et ce que l'on est capable donc de mettre en spectacle sur le passé. Et puis aussi, on a pu documenter ce dont on se doutait, parce que d'autres en avaient parlé, parce que, comme l'a dit Florian, De Villiers lui-même l'assume, c'est un discours politique. Et nous, ce qui nous intéressait était aussi de voir quel est ce discours politique, quelle est sa cohérence, et quelle est sa cohérence au-delà de son discours de mémoriel vendéen contre-révolutionnaire. Effectivement, donc 2 niveaux, on comprend bien 2 niveaux de faux. Un premier niveau, et Mathilde a raison de le dire, qui n'est pas grave. Les erreurs, les bêtises, les anachronismes, etc., c'est dérangeant, surtout dans un parc qui se donne une visée pédagogique, mais finalement, c'est pas grave. Notamment, c'est pas grave parce que ce serait facile à corriger. Si le parc voulait le faire, ce serait facile de ne plus écrire l'empereur Jules César, ce serait facile de ne plus parler de Gaulois au IVe siècle, alors que ça fait 5 siècles qu'on n'en parle plus. Ce serait facile de ne pas faire ce genre d'erreur. Et puis, le deuxième niveau de faux, c'est effectivement la manière dont on instrumentalise l'histoire pour un discours politique, en fait, qui tourne autour des valeurs et des objectifs programmatiques de la droite réactionnaire, donc d'une exaltation d'une identité française pensée comme éternelle et donc en quelque sorte rétro-projetée à travers le temps. L'idée que la France des Gaulois, c'était la même que la France du Xe siècle, que la France du XVe, que la France d'aujourd'hui. Donc exaltation de l'identité française, exaltation du catholicisme, exaltation de la royauté française, qui va avec une exaltation de l'aristocratie aussi. Et donc tous ces thèmes sont tricotés ensemble pour finalement en fait une idéalisation du passé. C'est vraiment le maître mot du Puy du Fou, que le passé c'était mieux, et c'était mieux parce qu'il y avait un roi, parce qu'il y avait des gentils paysans soumis à des gentils seigneurs, que tous ces gens-là ils étaient des gentils catholiques, et du coup ça a commencé à être moins bien évidemment à partir de la rupture irréversible que représente la Révolution française, qui casse dans le même temps la royauté, la religion et donc la France. Oui. Puisqu'on a bien compris que selon le Puy du Fou, la France n'est finalement que l'articulation des deux, la royauté et le catholicisme. Et puis après la Révolution, il y a eu la République, fille de la Révolution. Et alors là, c'est la fin, parce qu'évidemment, on a donné le pouvoir aux manants et aux vilains sur les gentils seigneurs dans les gentilles campagnes. Et à partir de là, rien ne va plus. Donc on retrouve aussi un vieux thème de la droite anti-républicaine, l'idée du déclinisme. D'accord, l'idée de où est passée la France, qu'on retrouve partout, qu'on retrouvait quand le pape célèbre le baptême de Clovis. Voilà, France, qu'as-tu fait de ton baptême ? L'idée qu'on a perdu quelque chose avec la modernité et que le Puy du Fou va nous rendre ce quelque chose d'indéfinissable qu'on aurait perdu au fil du temps. Et franchement, Florian n'exagère pas, même quand
C'est vraiment ça. On nous transmet de spectacle en spectacle de façon très récurrente et pour en avoir vu beaucoup donc en 3 jours, c'est vraiment, mais c'est ratiociné en permanence. Tout ce qui n'est pas royal, catholique et aristocratique ou noble, c'est mal. Ouais, narrativement, effectivement, la quasi-totalité des spectacles repose sur la même trame narrative très simple, une situation initiale où tout va bien. Généralement, on est dans un village paysan et les gens sont heureux. On fait la fête. On fait la fête, puisque les paysans à l'époque, bien sûr, faisaient que la fête et étaient toujours heureux. Il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de peste. Et puis vient un ennemi de l'extérieur, systématiquement, qu'il s'agisse des Romains, des Vikings, des Anglais pendant la guerre de 100 ans, puis des Allemands ou des révolutionnaires. Cet ennemi, il est toujours habillé en noir et rouge, pour bien faire le contraste avec les gentils paysans qui sont vêtus de couleur claire. Et cet ennemi, donc, il sème le chaos. En gros, il y a des explosions, il y a des flammes, il y a des combats. C'est le moment pyrotechnique du spectacle. C'est le moment. Et à la fin, la situation est rétablie par une intervention divine et ou royale, en fonction du spectacle. Donc, littéralement, un Deus ex machina, dans le spectacle sur l'attaque des Vikings. C'est une apparition du saint. Saint Philibert apparaît, les Vikings lâchent leurs armes, tombent à genoux, se convertissent au christianisme et donc deviennent de gentils Français, parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Et on retrouve ça, en fait, exactement dans tous les spectacles, ce fil, qui permet du coup une situation finale, revenu d'où on est parti, en ayant intégré le méchant. Soit on l'a chassé, il a disparu, soit il est devenu gentil, parce qu'il est devenu chrétien. Si on parle aussi un petit peu de justement le Moyen-Âge, comment il est représenté dans le parc, qu'est-ce que tu as pu relever aussi qui, en tant que médiéviste, t'a vraiment dérangé ? Alors, le Moyen-Âge, il apparaît à travers 3 spectacles essentiellement, où il apparaît dans cette cité médiévale. Il apparaît donc à travers l'attaque des Vikings, qui représente une attaque de Vikings sur un village vendéen au Xe siècle. Il apparaît dans Le secret de la lance, qui se passe pendant la guerre de 100 ans et qui met en scène Jeanne d'Arc. Et il apparaît dans le parcours immersif sur le baptême de Clovis. Et puis en fait, il apparaît diffusément et en outre dans un spectacle arthurien très classique, à destination des enfants sur le roi Arthur, et dans le spectacle de fauconnerie dont parlait Mathilde, qui s'ancre un peu dans un Moyen-Âge de fantaisie, puisqu'on parle de dragons, de licornes, ce genre de choses. Et dans ces 3 spectacles, outre qu'évidemment, c'est l'occasion, encore plus que dans les autres périodes, de mettre en scène une exaltation du catholicisme, vraiment à fond les manettes, quoi. Alors on y va à fond, évidemment, puisque c'est le Moyen-Âge, donc on sait bien qu'au Moyen-Âge, tout le monde était très religieux, tout le monde croyait en Dieu, tout le monde ne pensait qu'à ça, etc. Qu'est-ce qui a vraiment dérangé ? Effectivement, on retrouve toujours ce niveau d'erreur, de coquille, d'anachronisme. Voilà, la représentation du scriptorium dans le parcours sur le baptême du Clovis. Le scriptorium, c'est la pièce où les moines copient les textes. C'est à se taper la tête contre les murs. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs. Parce qu'on a une Il l'a fait. Des fois, on avait un peu de la peine pour lui. On se disait, oh là là, le pauvre, ça doit être dur. On a une pièce très sombre, très sale, dans laquelle des moines copient des textes cassés en deux sur leur planche à écrire à la lumière de bougies, ce qui semble une mauvaise idée dans des pièces remplies de livres et de parchemins. Très mauvaise. Et puis dans des coins, on a des piles entières de parchemins qui s'entassent et qui moisissent, parce que tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, les gens ils sont dégueux, ils nettoient pas. Donc il y a des toiles d'araignée, alors qu'évidemment le parchemin c'est une matière de luxe. Alors, au Moyen-Âge, aujourd'hui, quand vous entrez chez un orfèvre, il n'y a pas des piles de bijoux et d'émeraudes qui moisissent dans un coin, a priori, ou alors donnez-moi l'adresse. Et voilà, donc on trouve cette idée d'un Moyen-Âge obscurantiste, très sale, etc., qui en fait est utilisée dans le spectacle pour contraster avec le moment où Clovis devient chrétien. Parce que d'un coup, on passe du Clovis païen qui est dégueu, qui est barbu, qui est sale, qui est noir et rouge, au Clovis chrétien qui est propre, bien rasé, bleu et blanc, avec des chants grégoriens comme baptême. Et même dans les décors, on passe de décors très rustiques avec de la pierre, de la terre, de la boue, et d'un coup, il devient chrétien et on a des beaux murs bien taillés, bien propres. Le message est assez clair, le christianisme fait à la fois naître la France et la fait entrer dans la civilisation. Et donc là, typiquement, on voit comment en fait une accumulation de petits détails faux contribue à un discours global qui est le discours global du parc. Ce qui nous a marqué par ailleurs, parce que, alors, avec Florian, après être allé au Puy du Fou, il se trouve qu'on a travaillé tous les deux, avec aussi Guillaume Lancereux, sur une autre entreprise d'analyse de l'instrumentalisation politique du passé, dans un collectif beaucoup plus large, puisqu'on a participé au travail collectif qui a donné le tract Gallimard Zemmour contre l'histoire. Et c'était intéressant de voir qu'est-ce que l'on retrouve en commun chez De Villiers et Zemmour et ceux qui ne seraient propres qu'à l'un et pas à l'autre. Ce qu'il y a de propre chez De Villiers,
On a moins chez Zemmour, c'est la dimension... alors, on a les mêmes épisodes, baptême de Clovis, baptême de la France. On retrouve un certain nombre d'éléments qui, pour la plupart d'ailleurs, appartiennent aussi au roman national. Donc, c'est pas complètement surprenant de les retrouver là. Il y a une dimension un peu plus monarchique et plus aristocratique chez De Villiers que chez Zemmour. Et chez Zemmour, il y a des absences. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien sur la colonisation. Tous ces aspects-là qui sont très présents dans la façon dont Zemmour réécrit l'histoire ne sont pas présents dans le parc. Il n'y a rien non plus sur Napoléon. Alors peut-être c'est un projet, mais on était surpris de ne pas retrouver cette figure. Alors en même temps, surpris oui et non. Napoléon aussi met fin à la monarchie. Ils peuvent parler de tout dans le parc aussi. Pour l'instant, mais le parc annonce la création de nouveaux spectacles. En gros, il en crée un par an ou tous les 2 ans. Et là, j'ai plus les éléments de communication en termes, mais je crois que le parc a annoncé 13 nouveaux spectacles dans les années à venir. Il semble peu probable qu'à un moment ou un autre, Napoléon, qui est quand même le modèle du grand homme et de la gloire française, ne soit pas présent au parc d'une manière ou d'une autre. Mais de fait, ils ont réussi à aller jusqu'à ce nombre de spectacles sans y faire allusion. Et presque pas... Enfin, je n'ai pas le souvenir... Bon, ça fait un été maintenant, mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait vu une seule fois une référence à Napoléon. Exception faite dans le chemin qui nous mène à la salle de théâtre, on va assister au spectacle des Mousquetaires, où il y a une phrase de Napoléon qui reconnaît la valeur militaire du héros vendéen, dont là j'ai oublié le nom. Le chevalier Charette. Du chevalier Charette, voilà. Il se trouve que Napoléon a reconnu la valeur militaire, la bravoure, l'honneur. Et c'est la seule fois où il y a Napoléon. Et moi qui étais là, ma fonction était de pister le 19e, etc. J'étais un peu embêtée parce que de fait, il y avait le village 1900, mais alors sur le reste du 19e siècle, il n'y avait aucun des rois, ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis-Philippe. Évidemment, il n'y avait pas les révolutions de 1830-1848, il n'y avait pas le Second Empire. Donc en fait, toute ma matière n'était pas présente dans le Puy du Fou. Mais qu'est-ce que tu as pu étudier, donc toi, Mathilde, sur le parc ? Il y avait quand même le village 1900, là j'avais quand même 2-3 choses à dire. Après, fort heureusement, je suis quand même sensible à des choses qui ne sont pas dans mes périodes, c'est-à-dire une des choses notamment, la place des femmes. On y était tous sensibles, évidemment, j'étais pas la seule et on sortait souvent tous des spectacles en se disant « Oh là là, t'as vu ce rôle traditionnel ?» Mais j'essayais d'y faire attention parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de l'époque contemporaine, donc ça me permettait de regarder un peu sur l'évacuation, l'invisibilisation totale des luttes sociales aussi. C'est-à-dire, je sais bien quand je vois un spectacle qui montre une société villageoise absolument harmonieuse et sans le moindre conflit, avec un travail qui n'a pas l'air de peser, exception faite à un moment dans la cinécénie, mais sinon une espèce de... On a l'impression qu'ils vont tous travailler en sifflotant comme les nains de Blanche-Neige. Voilà, donc j'étais sensible à ces choses-là. Je voyais des choses, et c'est dans la discussion collective après que je pouvais apporter des choses. Et donc la vision que veut transmettre le parc, en fait, il y a une vision très passéiste et anti-scientifique en fait, dans ce parc. Oui, très passéiste. Il y a cette idée en fait que l'histoire elle est figée. Je le disais tout à l'heure, l'idée que l'identité française, elle aurait été figée avec le temps, etc. Le fait aussi qu'on retrouve la même trame narrative de spectacle en spectacle, elle contribue à cette idée d'un temps figé finalement. Et on le voit très bien dans la cinécénie. Le premier spectacle qu'a créé De Villiers, l'astuce narrative dont il se sert pour filer le spectacle, c'est de raconter l'histoire d'une famille, les Maupiliers, qui est documentée à partir du XVIIIe siècle, qui a vraiment vécu là au village du Puy du Fou. Et donc il raconte l'histoire de cette famille depuis l'an 1000, en racontant à chaque fois la vie d'un garçon de cette famille qui s'appelle toujours Jacques, de génération en génération, de siècle en siècle. Et rien que ça, c'est un choix qui en dit long. C'est cette idée que cette famille, elle n'a pas changé. Le Jacques de l'an 1000, c'est le même que le Jacques de 1792 qui va mourir dans les guerres vendéennes. Et donc il y a une espèce de série de Jacques qui sont des avatars les uns des autres, parce qu'évidemment le temps ne coule pas. Et ça en fait c'est à la fois passéiste comme idée, c'est-à-dire littéralement avoir les yeux fixés sur le passé, et comme tu le dis c'est anti-scientifique, parce que l'histoire comme science sociale, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'étude du passé. En soi, le passé, ça n'a pas d'intérêt en lui-même. L'histoire, c'est l'étude des changements, et notamment des changements sociaux dans le passé. C'est-à-dire que la vraie question de l'histoire, c'est pas comment est-ce que les gens vivaient avant, c'est pourquoi est-ce qu'on vit plus comme ça ? Comment est-ce qu'ils ont arrêté de vivre comme ça ? Comment est-ce qu'ils ont vécu autrement ? Comment les choses, petit à petit, ou des fois pas du tout petit à petit, parce que des fois c'est d'un coup, comment les choses ont changé ? Et du coup, évidemment, il n'y a pas d'histoire au Puy du Fou, parce qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changements sociaux, il n'y a pas de changement politique, il n'y a pas de changement économique. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a qu'un éternel passé, figé, toujours recommencé.
encore une fois, jusqu'à la cassure de la Révolution, mais ça, on a bien compris que c'était pas C'était mal, positif, c'est c'est mal, mal. très mal. Donc c'est uniquement présenté sous l'angle du mal, pas sous l'angle de l'analyse. Donc il n'y a pas d'histoire au Puy du Fou au sens où l'entendent et au sens où la pratiquent les historiens et historiennes. Il y a de toute façon un refus de prendre en compte les travaux scientifiques sur le passé. Il y a plein de choses qui ont été écrites. Voilà, sur le baptême de Clovis, c'est assez évident que Dumézil n'a pas été lu. Sur la Vendée, c'est aussi tout aussi évident que Jean-Clément Martin n'a pas été lu. Donc tout ce qui a été écrit, travaillé sur les différentes périodes n'est absolument pas pris en compte. Et par ailleurs, alors c'est parce que bon voilà, l'historien, on sait bien, il s'appuie sur ses sources. Je pense que je l'apprends pas aux éditeurs et auditrices du podcast. Les sources, c'est important. Et là, il y a un rapport très particulier. Alors, la plupart du temps, il n'y a pas de source. Mais bon, il y a des moments où ils sont un peu obligés quand même. Et 2 moments qui sont différents. Le premier, et puis peut-être tu pourras parler du second sur Jeanne d'Arc, mais qui m'a intéressée, c'est le spectacle sur Charette et donc sur la Vendée. Et là, en fait, sans doute aussi parce qu'ils ont beau faire comme si rien n'avait été écrit, ils savent bien qu'il y a des critiques sur la question de la Vendée et la remise en cause du terme génocide. Et donc, il y a à un moment une espèce de volonté de prouver que par des sources, que leur thèse est absolument validée. Et donc on se retrouve, il faut imaginer, on est dans une salle face à un écran convexe, et donc on a des images que l'on voit, et là vont être projetées devant nous, mais on a l'impression plein de documents, plein de documents, ils s'affichent très vite, ils s'enlèvent, ils s'affichent, ils s'enlèvent, et dans ces documents on voit extermination. Et en fait, quand il se trouve que Guillaume et moi, on les connaît ces documents parce que, bon, justement, on a travaillé un peu et qu'on a lu de Martin et les autres sur la Vendée, ce sont les 2 seuls documents qui ont ce fameux terme et dont on sait par ailleurs qu'ils ont été écrits dans des conditions très particulières, etc. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un leurre parce que mettre les 2 seulement, déjà, sans citer les autres, aurait été quand même une sacrée malhonnêteté, mais multiplier par 10, par 20, par 30 ces 2 documents pour donner l'impression qu'il y a moult documents qui prouveraient cette thèse, là, on est vraiment dans la très, très mauvaise foi. Alors l'autre exemple auquel tu penses, Mathilde, bien sûr, c'est dans le parcours qui s'appelle La Renaissance du château, où on est invité donc à explorer le d'ailleurs très beau château de la famille des Puy du Fou. Donc on passe à travers différentes salles qui représentent différentes époques de l'histoire de ce château, depuis la butte féodale jusqu'au château Renaissance de François Ier, etc. Et on termine par une salle qui met en scène ce que le Puy présente comme l'anneau de Jeanne d'Arc. Donc un anneau que le Puy du Fou a acheté dans une vente aux enchères à une maison anglaise il y a quelques années, dont il a orchestré la venue en France à grand renfort de communication sur le thème de l'anneau de Jeanne revient au pays, rentre en France, avec évidemment le motif sous-jacent, c'était on l'a repris à ces salopards d'anglais qui ont osé brûler notre pucelle, c'était quand même ça le message. Et donc ici il est présenté comme un vrai objet, il est présenté dans une pièce comme une relique, vraiment dans une chapelle, avec au mur des tableaux de Jeanne 19e siècle pour héroïser la figure, et il est vraiment présenté comme une relique. En fait, il se trouve que l'authenticité de cet anneau ne peut pas être prouvée. J'avance prudemment, mais l'histoire c'est de la prudence, ça veut dire tout simplement que les historiens et historiennes, les médiévistes peuvent pas dire cet anneau est faux, mais ils peuvent pas dire cet anneau est vrai. Tout simplement parce que, encore une fois, on en revient au nœud du problème, nous n'avons pas de source qui nous permettrait de tracer l'histoire de cet anneau, depuis le moment où il serait tombé de la main un peu roussie de Jeanne, jusqu'au moment où il finit dans cette maison de vente aux enchères anglaise. Au contraire, les sources seraient plutôt discordantes, puisqu'on a bel et bien une source, le procès-verbal de l'arrestation de Jeanne, qui mentionne les objets qui lui sont confisqués, qui mentionne des anneaux, et les anneaux qui sont mentionnés par cette source ne correspondent pas, ou en tout cas mal, à cet anneau présenté comme Jeanne d'Arc, notamment avec la présence d'un certain nombre de croix sur l'anneau. Bref, je passe sur les détails. Donc toujours est-il que là, en fait, la seule attitude scientifique consiste à une suspension du jugement, de dire on a bel et bien un anneau qui, selon les analyses scientifiques, chimiques faites, peut plus ou moins correspondre à la période de Jeanne d'Arc. Enfin, des anneaux à l'époque, il n'y en avait pas qu'un. Jeanne n'était pas la seule meuf à se trimballer avec un anneau au doigt. Donc on est obligé de dire, nous avons un anneau qui est peut-être, mais ça semble peu probable, l'anneau de Jeanne. Sauf qu'évidemment, le Puy efface complètement cette prudence scientifique et déroule un gigantesque rouleau compresseur mémoriel symbolique pour dire c'est l'anneau de Jeanne avec des paillettes et des majuscules partout. À aucun moment, dans le dispositif scénique, à aucun moment, la possibilité du doute n'est permise.
Voilà, c'est l'anneau de Jeanne. Ah, y a pas de doute, c'est et en l'anneau plus de cet Jeanne. anneau, il revient dans d'autres spectacles. C'est là où le Puy du Fou est fort, c'est que les spectacles, ils font système, ils se répondent les uns aux autres avec des jeux d'écho, d'emboîtement, de reprise, ce qui fait qu'on le réentend dans d'autres spectacles pour préparer en quelque sorte l'esprit du spectateur et spectatrice à cette rencontre avec l'anneau de Jeanne, touché directement par la main de Jeanne qui, on le rappelle, a été sanctifiée. Donc c'est Sainte Jeanne, d'accord. Donc évidemment, ici on a un bel exemple de ce que disait Mathilde, un mélange de mauvaise foi. Hein. Les médiévistes appelleraient ça une forgerie, inventer une source pour la présenter comme réelle, sans jamais permettre qu'on en discute l'authenticité. Là, je pense qu'on a compris effectivement la majorité de vos critiques sur le parc du Puy du Fou. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, et vous le dites en fait dans le livre, c'est que critiquer le Puy du Fou permet aussi en fait de critiquer pas mal d'événements et de spectacles qui ont lieu en France. Alors, bien sûr, pas tout, hein, bien sûr, mais pas mal de spectacles et d'événements qui se présentent comme historiquement vrais, comme représentant l'histoire, et qui proposent en fait, comme le parc du Puy du Fou, une vision de l'histoire passéiste et réactionnaire, vraiment à l'encontre des recherches historiques. Alors oui, t'as raison de dire pas tous, c'est important, parce qu'en fait, je pense que la grande majorité des spectacles historiques en France sont bons. Hein, si on pense par exemple aux visites de sites patrimoniaux avec des médiateurs ou des médiatrices qui le font costumer, si on pense à des choses comme les fêtes médiévales ou les tournois autour de Carcassonne, je pense que la plupart du temps, ils sont bons, et puis surtout, ils n'ont pas de visée politique. C'est-à-dire que quand il y a des erreurs, et il y en a forcément, quand il y a des approximations, il y en a forcément, et c'est pas grave, elles sont pas mises au service d'un discours politique. Par contre, effectivement, le Puy du Fou, il fait système, il inspire d'autres parcs, déjà parce que l'entreprise même du Puy du Fou crée d'autres parcs. Il y en a en Espagne, il y a un projet d'un Puy du Fou en Asie, et puis il y a d'autres parcs qui se modèlent explicitement sur le Puy du Fou. En Provence, il y en a un qui a ouvert il y a pas longtemps, ça s'appelle Rocher Mistral, à la Barbantane, et effectivement, là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est le Puy du Fou à la sauce provençale. Donc c'est au lieu d'être au pays des Vendéens, on est au pays des Santons, et donc on va avoir Marcel Pagnol, etc. Et on va retrouver les mêmes motifs, l'exaltation du catholicisme, de la royauté, etc., avec le même but que le Puy du Fou. Sachant à nouveau que, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas parti sans bagage conceptuel, et on avait déjà beaucoup travaillé sur ces questions, l'instrumentalisation politique du passé, elle a été déjà beaucoup travaillée. Je pense évidemment à Suzanne Citron et son livre sur le mythe national. On sait qu'il existe dans les familles de la droite, avec des variations dans ces différentes familles, mais un récit national qui s'est petit à petit sédimenté, qui actuellement fait un retour en force, mais dont on a déjà un grand nombre des éléments d'analyse. Et on avait ça, évidemment, je pense que arriver au Puy du Fou sans avoir jamais rien lu sur le roman national, etc., fait qu'on voit beaucoup moins de choses. Là, tous les quatre, évidemment, on était armés de tout ce travail. Et on le précise pour parer une critique qui serait légitime. Oui, évidemment, la droite n'a pas le monopole de la manipulation historique. Oui, bien sûr, il y a des utilisations et manipulations de l'histoire à gauche. Bien sûr. Dans la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a souvent fait référence à la créolisation des Gallo-Romains qui auraient fusionné pour former un peuple heureux. C'est un fantasme historique, autant que celui qui d'ailleurs lui répond d'une façon parfaitement symétrique, des invasions barbares, des méchants barbares qui auraient déferlé sur Rome pour détruire Rome. Donc évidemment la gauche le fait aussi, la différence c'est que la droite ne fait que ça. Parce qu'effectivement c'est ça qu'on avait voulu montrer avec le tract sur Zemmour, c'est que chez Zemmour c'est pas un ingrédient, c'est pas une épice pour relever le goût d'un plat, c'est la clé de voûte de son discours. Donc tout son discours ne repose que sur l'utilisation de l'histoire. Il n'y a pas de parc où la gauche met en scène l'histoire qui ramène des millions de personnes chaque année aussi. Non. Non, effectivement, il y a des mises en spectacle de l'histoire, plein d'autres, mais effectivement, il n'y a pas l'équivalent du Puy du Fou côté gauche. Et est-ce que justement vous avez peut-être quelques conseils, alors tu as commencé à dire des visites et tout ça, mais peut-être d'autres conseils d'événements où là, il y a l'importance qui est accordée à la qualité historique de ce qu'on nous montre ? Moi, là, je penserai tout de suite, parce que j'en reviens, mais par exemple, la cité minière de l'Éouarde, qui est un peu d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire avec mon puits de la mine, mais qui est à partir d'une ancienne mine, dont on conservait le chevalement et un certain nombre d'installations, un musée reconstitué de l'épopée minière, avec une galerie
qui est reconstitué, parce qu'on ne descend pas. Autant en Angleterre et en Belgique, il y a 2 mines dans lesquelles on peut vraiment descendre. Donc on descend à moins 60, je crois que je rêve d'y aller, mais ça, il paraît que c'est assez éprouvant. Là, on fait croire qu'on descend parce qu'on est dans un ascenseur et en fait, c'est les parois qui montent, donc on ne descend pas. Et après, on est dans une reconstitution de bonne facture des mines et qui montre l'évolution du travail. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas du tout la même chose. C'est accompagné de documents d'archives, d'énormément de travail. D'ailleurs, le centre minier de Leeuwarden est associé à un centre d'archives et de documents qui est extrêmement important, dans lequel d'ailleurs un grand nombre de chercheurs vont travailler à côté des archives du monde du travail à Roubaix. C'est quelque chose qui est pensé en accord permanent avec des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur ces questions-là, qui est amélioré. Moi, je l'avais vu il y a une quinzaine d'années. Là, je suis retournée et il y a eu d'évidentes améliorations jusque dans la partie immersive qui, à la limite, on pourrait dire, se prête le moins à la dimension scientifique. Mais non, ils ont changé plein de choses en fonction de ce qui a été trouvé. Et donc, voilà, là, c'est l'exemple que j'ai en tête. Oui, donc, effectivement, ce que dit Mathilde, et ce que montre bien Mathilde, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème du tout en soi avec la mise en spectacle de l'histoire. Ça, je pense que c'est essentiel de le dire. On n'est pas parti au Puy du Fou en disant l'histoire, elle appartient qu'aux historiens et aux historiennes, et la seule manière de le faire, c'est de faire un livre de 700 pages avec note de bas de page. Il y a plein de manières de faire de l'histoire aujourd'hui. Preuve en est, on en fait tous les deux de façon très différente. Et Oui, les 4 et les 2 autres aussi. Hein. Et pas que tous les deux. Aujourd'hui, il y a des reconstituteurs et reconstitutrices qui font un travail formidable. Il y a des gens qui font des vidéos YouTube, il y a des gens qui font des podcasts. Des BD. Et tous ces gens, ils font de l'histoire autant que les historiens et les historiennes. La différence, c'est qu'évidemment, tous ces gens, ils travaillent sur des sources. Voilà, ils travaillent sur du matériau premier. Et donc là, Mathilde, elle parle de différents spectacles. Moi, je me rappelle, évidemment, l'un de ceux qui m'ont le plus marqué, c'était la pièce de théâtre Ça ira de Pomera, où là aussi on avait un effort en fait de reconstitution de la Révolution française et en particulier de reconstitution du bouillonnement intellectuel et oratoire qu'avait pu représenter les premiers mois de la Révolution française. C'était formidable, c'était intelligent, c'était ambitieux, c'était passionnant. Et en même temps, c'était drôle, c'était émouvant, c'était un vrai spectacle. On pouvait y aller sans rien savoir de la Révolution et adorer. On pouvait y aller en étant l'universitaire le plus calé au monde sur la Révolution et adorer. Et d'ailleurs, évidemment, Pomera, il avait travaillé avec des historiens et historiennes spécialistes de la Révolution pour essayer de reconstituer au mieux cette ambiance si spécifique des clubs au moment de la constituante, quoi, donc au moment vraiment de l'été 89. Quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre, c'est qu'à la fin, vous prêtez, tu l'as dit tout à l'heure Mathilde, au jeu de proposer un peu des scénarios de spectacles historiques, voilà, votre Puy du Fou à vous. Tiens, Florian, est-ce que tu peux parler de certains chapitres sur le Moyen-Âge, certaines propositions de spectacles ? Oui, ça nous paraissait important pour sortir de la critique, parce que sinon il y a toujours l'argument entendable, c'est facile de critiquer, mais vous avez qu'à faire mieux. Donc effectivement, on s'est prêté au jeu avec humour, avec humilité aussi, on n'est pas scénographe du tout, on n'est pas scénariste, mais d'essayer chacun d'inventer un spectacle un peu ancré dans sa période et dans ses thèmes. Mathilde a parlé de son puits de la mine sur reconstituant une mine et un coron. Pauline a proposé un spectacle sur les persécutions des chrétiens dans l'Antiquité romaine. Et moi, j'ai proposé un spectacle sur un conflit politique qui a vraiment eu lieu au XIIe siècle entre le seigneur de Talmont, un château proche du Puy du Fou, et Aliénor d'Aquitaine, autour d'une histoire de faucons volés par le seigneur, etc. Finalement, peu importe, la seule chose qui m'intéressait, c'est que cette histoire, elle vient d'une source. Elle vient vraiment d'une chronique qui nous raconte vraiment ça. Et donc, à partir de là, on peut rajouter des personnages fictifs, on peut rajouter des explosions, on peut rajouter des combats à l'épée. Finalement, tant mieux, et on les rajoute, et ça ferait un beau spectacle, puisque ça ferait un spectacle qui part de quelque chose qui est vrai. Et à un moment, c'est pas mal de partir du vrai. Écoutez, merci beaucoup Florent Besson et Mathilde Larère pour cet épisode. Et donc je rappelle votre livre, donc Le Puy du Fou, enquête sur un parc qui déforme l'histoire, donc publié en mars 2022 aux éditions Les Arènes. J'espère que vraiment, auditeurs et auditrices, vous aurez compris qu'on ne vous dit pas « n'allez pas au parc » ou « le parc c'est de la merde ». Non, on vous dit « si vous voulez y aller, c'est un beau spectacle, on peut vraiment s'y amuser, mais si vous y allez, allez-y avec un regard critique, en ayant bien conscience que ce que vous voyez n'est pas le reflet de l'histoire, ne prenez pas ça au pied de la lettre. » Et aussi, parlez-en autour de vous, parce que là, vous allez écouter ce podcast, mais ce qui est important aussi, c'est que les autres personnes qui y aillent aussi puissent être sensibilisées à ça. Et les enfants, ne reproduisez pas ce qu'il y a écrit. Enfin, ce que vous voyez dans le
Puy du Fou dans vos copies d'histoire. Vous allez avoir un problème avec vos enseignants. Voilà. Eh bien, merci à tous et toutes d'avoir écouté. Auditeurs, auditrices, comme d'habitude, il y aura un article qui accompagne cet épisode avec des informations, la référence du livre des invités, donc Le Puy du Fou, et aussi d'autres conseils de lecture pour aller plus loin sur le sujet. Donc, c'est à retrouver sur passionmédiéviste.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur des réactions qu'il pourra susciter, mais j'espère qu'il vous a intéressé et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!